Bonsoir à tous, il est 19h, on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle saison 100% sport sur TV7 et on commence cette saison avec un invité exceptionnel dans votre rendez-vous 100% UBB, et bien c'est Laurent Marty, président de l'UBB, ambition, bilan de ces 3 premières journées de Top 14 et bien sûr Coupe du Monde. Le président Laurent Marty répondra à toutes nos questions. Mathieu Dalzovo est aussi sur le plateau, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va bien sûr revenir sur ces 3 premières journées de Top 14, ça s'est clôturé juste hier soir pour l'UBB du côté de Chaban. Vous Laurent, quel regard vous portez justement sur ces 3 premières journées de votre équipe ? Mais moi je suis plutôt un président heureux, parce que ces 3 journées nous faisaient très peur, car nous savions qu'il y aurait beaucoup d'absents, et il y en a eu encore plus que prévu. Je rappelle qu'on a 11 joueurs sollicités par le mondial, bon finalement 9, puisque Tatafou et Samou, pour des raisons diverses, ne sont pas pris, mais ils ne sont pas encore à disposition. Plus 7 blessés. On a eu des blessés quand même assez graves en ce début de saison. Donc, une équipe comme l'UBB, quand il manque 18 joueurs de cette qualité, elle s'inquiète forcément. Donc, plus un nouveau staff, des nouveaux systèmes de jeu. Donc, 9 points, on aurait signé dès demain avant de démarrer. Ouais, le RCT est venu avec de l'ambition. Hier, on a les images, un petit résumé rapide. On va passer rapidement sur la première mi-temps parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. 9-3, on va voir surtout l'hommage aussi rendu au peuple de Chaban à 2 joueurs emblématiques du club. Évidemment, Vadim Kobilas et puis Jean-Baptiste Dubié. On a scusé la première mi-temps puisque je dis il y avait 9-3. On a vu un peu plus de jeu en seconde mi-temps. Ce fut quand même assez poussif. Ça prouve quand même que cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, elle a du caractère. Laurent, parce que Castres vous a fait peur, Toulon, on a tremblé jusqu'au bout. J'ai même envie de vous dire que si on sort aussi bien au bout de 3 journées, c'est parce qu'on a fait preuve de caractère. On a vu aussi les prémices du jeu que Yannick veut mettre en place, puisqu'on voit des lancements de jeu un peu plus variés, on voit des contre-attaques, on voit un peu plus de jeu debout, mais on voit aussi qu'on n'est pas complètement prêt pour ce jeu-là. C'est normal, ça prend du temps. En revanche, sur le caractère et l'engagement, c'est un gros point positif. Ouais, Yannick Bru qui s'inscrit dans l'ADN du club, d'un jeu quand même tourné vers l'offensif. C'est aussi là-dessus que vous l'avez choisi, que vous entendez bien. Oui, c'est vrai qu'on s'est construit là-dessus, l'UBB. On aime le jeu offensif et le public y a pris goût, mais on ne rêve pas pour autant. On sait pertinemment que sans un gros paquet d'avant et sans le respect des fondamentaux, en général, on remporte pas de titre. Il faut trouver un équilibre entre tout ça. On a vu qu'un petit peu de travail encore sur les ballons portés. On a pris quelques essais. C'est un début de saison marqué bien sûr par l'arrivée de Yannick Bru. Est-ce que vous avez pris le temps de l'observer ? Est-ce que vous êtes satisfait de celui qui était votre unique choix pour prendre ce poste de manager de l'UBB ? Oui, vous savez, je ne veux pas verser dans le tout nouveau tout beau, parce que en général, un manager, quand il arrive dans le club, il trouve toujours le club fantastique au début et tout le monde le trouve fantastique aussi. On n'est pas dans ce schéma-là, mais Yannick, je le suis depuis longtemps. J'ai suivi sa carrière de joueur, d'entraîneur, de manager à Bayonne. J'avais eu l'occasion et la chance de le croiser à quelques reprises. Donc je ne suis pas surpris de la manière dont il fonctionne. C'est ce à quoi je m'attendais. Il prend ses marques, il est intelligent, il est observateur. Et j'aime cette alliance de belle carrière et d'expérience, de rigueur et de travail, et puis en même temps de cette volonté de mettre un peu plus d'offensif dans notre jeu, et puis du convivial aussi. Quand on parle de l'arrivée de Yannick Bru, on repense forcément au départ de Christophe Furios. C'était en novembre dernier, à l'issue d'un début de saison marqué par des mauvais souvenirs. On va dire, est-ce que justement, à quelques heures du tout premier coup d'envoi de cette saison 2023-2024, eh bien, vous aviez peut-être ces vieux souvenirs, mauvais souvenirs du début de saison passée qui sont revenus. Il y avait peut-être un peu d'appréhension. Non, pas du tout. Franchement, vous savez, ça va tellement vite, le top 14, c'est tellement dur que si vous pensez sans cesse au passé, ça fait trop de charge. Il faut garder son énergie pour ce qui est en train de se passer. Non, j'étais excité quand on était au Racing. Je me doutais qu'on n'allait pas être complètement prêt. J'ai vu ce carton rouge arriver. J'ai dit, tiens, c'est une sacrée occasion. Mais on ne méritait pas de gagner ce match parce qu'on n'était pas assez prêt.
Quels enseignements vous avez tirés justement de cette situation avec Christophe Furios et peut-être notamment dans votre relation avec votre nouveau manager Yannick Bru que vous essayez de mettre en place cette saison justement? Non, mais moi, j'ai rien changé. J'ai toujours... si, par rapport aux toutes premières années, j'étais un petit peu plus présent aux côtés du manager, on va dire, dans le discours général du club sur un plan sportif. Je pourrais dire ça comme ça. Mais j'ai toujours laissé mon manager travailler. J'ai jamais imposé un joueur sur une feuille d'équipe, encore moins fait l'équipe, jamais parlé à la mi-temps, enfin les bases pour moi qu'un président doit respecter. Donc j'ai pas changé mon mode de fonctionnement. J'ai envie d'un échange le plus naturel possible avec mon manager, l'aider le plus possible, être là s'il me le demande, et puis faire en sorte qu'il puisse bien travailler. L'autre bonne nouvelle, en dehors du fait que l'Union Bordeaux-Bègles a plutôt bien démarré ce début de saison, qui va être coupé pendant 2 mois, on vous le rappelle, évidemment, le temps de la Coupe du Monde. On verra d'ailleurs comment vous gérez ça aussi à un titre personnel en tant que président. L'autre bonne nouvelle, c'est le nombre record d'abonnés. Chaque année, on bat le record. Je crois qu'on approche les 12 000 abonnés. Il y aura d'autres possibilités de s'abonner à mi-saison pendant les fêtes de Noël. C'est bon pour les finances du club, évidemment, et on a l'occasion de vous avoir pour savoir comment se portent justement les finances du club après la période Covid, les prêts, les PGE et les prêts à rembourser. La période Covid, on était en panique. Il faut se rappeler qu'on se demandait comment on allait tous s'en sortir. Le premier geste fort, c'est celui du gouvernement, qui a eu l'intelligence, comme ils l'ont fait avec les entreprises d'ailleurs, d'aider les clubs et les entreprises pour qu'ils ne s'écroulent pas et qu'ils puissent repartir aussitôt. Bravo à eux. Et puis, on n'oublie pas, bien évidemment, également la solidarité des partenaires et des abonnés, qui avaient vu quasiment pas de match et qui avaient payé pour ça, et qui ont été pour la plupart... De mémoire, on était presque à 60% de gens qui n'avaient pas demandé de remboursement. Donc tout ça, ça nous a aidés à surmonter le Covid. Et puis derrière, il y a eu une amélioration des résultats, donc plus de recettes guichets, plus de buvettes, plus de merchandising dans la boutique, plus de partenaires. Et puis, de ce fait, le club, depuis 3 saisons maintenant, a soit été à l'équilibre ou sur des pertes très faibles. Donc, c'est une bonne période financière pour l'UBB. Mais il y a encore une marge, vous pouvez encore aller grappiller quelques euros, j'allais dire, mais ou quelques millions pour augmenter le budget ou... C'est difficile parce que l'année dernière, on a fini à plus de 28 000 spectateurs de moyenne dans un stade qui en contient 32. Il ne faut pas rêver. Et en termes de partenariat, on a Cdiscount qui est sorti du côté cœur. Donc on a le côté cœur qui est disponible pour un partenaire. Sinon, on n'a plus rien à vendre sur le maillot. Les loges sont pleines, les espaces réceptifs sont pleins. Le stade Chaban, on est heureux d'y être. On remercie la mairie de Bordeaux des conditions dans lesquelles ils mettent à disposition ce stade. Mais on a du mal à l'agrandir et à y faire des travaux pour accueillir plus de partenaires. Donc on atteint un peu un plafond de verre sur les ressources potentielles de l'UBB. Sur le plan sportif, en 2024, les demi-finales du top 14, c'est à Bordeaux. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire que ça se dispute au stade Matmut, juste à côté de chez nous, qui est presque la maison finalement pour l'UBB? Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ce sera à la maison, devant nos amis, nos partenaires, nos abonnés, nos supporters, nos familles. Donc si on n'y est pas, on sera très vexé. Ça a déjà eu lieu, mais à l'époque, l'UBB n'avait pas les moyens dont elle dispose aujourd'hui. Donc les gens avaient compris qu'on n'y soit pas. Donc on serait vexé de ne pas y être. Mais malheureusement, il y a 11 ou 12 clubs qui sont armés pour y être. Voilà. Et nous, on est au milieu de ces 11 ou 12 clubs. Donc il va falloir se battre fortement, mais ça doit être une motivation supplémentaire pour nous. Comment vous voyez cette saison, Laurent, qui a déjà démarré, alors certes dans des conditions un peu particulières, mais on voit quand même des équipes privées d'internationaux arrivent à faire des coups. Je pense au Stade Toulousain qui est allé gagner à Oyonnax avec une équipe très jeune. On a quand même l'impression, encore une fois, que Toulouse et La Rochelle, en tout cas sur la ligne de départ, paraissent un petit peu au-dessus des autres. Vous partagez ça ou vous dites justement c'est peut-être l'année où c'est possible d'aller les chercher? Je considère que ces 2 clubs ont une petite longueur d'avance sur les autres clubs dont fait partie l'UBB, parce qu'ils ont très bien travaillé, et qu'il sera encore dur à battre cette année. Ils ont, comme l'UBB, beaucoup d'internationaux, ça je pense qu'on le paiera tous ceux qui en ont beaucoup. Mais voilà, il faut se rappeler que l'année dernière, ils ont joué une finale ensemble, mais l'année d'avant, Toulouse a battu La Rochelle en barrage, et Castres a battu Toulouse en demi-finale. C'était il n'y a même pas 1 an et demi. Et l'UBB a trouvé le moyen de perdre contre Montpellier en demi, alors que depuis 3 ans, on était invaincu contre Montpellier. Montpellier qui méritait son titre, d'ailleurs, cette année-là.
Donc on sait qu'il peut tout se passer dans ce championnat, mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand même, le Stade Toulousain et La Rochelle ont une longueur d'avance. On peut vous considérer aujourd'hui presque comme un habitué des demi-finales. Est-ce que vous osez afficher un objectif final daté à moyen, long terme ou au contraire pas vraiment pour pas porter le chat noir, on va dire? Non, mais au-delà du chat noir, ce serait irrespectueux, ce serait stupide. Ce serait un manque d'humilité totale que de dire on va être champion dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. On le sera peut-être cette année comme dans 2 ans, comme on le sera peut-être jamais. Parce qu'encore une fois, c'est fini cette époque où il y avait 2, 3, 4 clubs grand maximum qui pouvaient espérer gagner le titre. Aujourd'hui, on le voit bien, il suffit de voir sur les 10 dernières saisons, il y a quand même pas mal de vainqueurs différents. Il faut travailler dur, il faut travailler fort, il ne faut pas se relâcher et espérer que ça arrive un jour, mais il ne faut surtout pas dater ce genre d'objectif. L'UBB donc peut atteindre la dernière marche. On y pense souvent, vous y pensez souvent. Mais comme les 12 autres, Mathieu. Comme les 12 autres. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas, mais tout le monde y pense. C'est ça, voilà, tout le monde le pense. Comme les 12 autres, ce sera le mot de la fin de la première partie de votre rendez-vous 100% rugby sur TV7. Laurent Marty, eh bien, il reste avec nous, avec Mathieu Dalzovo sur ce plateau. On se retrouve juste après la pub. Juste après, on parlera bien sûr de la Coupe du Monde. On est à J-4 du top départ. On a hâte. À tout de suite sur TV7. C'est la deuxième partie de votre émission 100% rugby du lundi sur TV7. Laurent Marty est toujours avec nous en direct dans ce 19h Sport. On est désormais à J-4 de la Coupe du Monde, de l'ouverture bien sûr avec cette cérémonie et ce match très attendu France-Nouvelle-Zélande. Laurent, en tant que président de l'UBB, comment vous vivez finalement cette Coupe du Monde avec autant de sélectionnés? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu partagé aussi avec ses ambitions personnelles pour son club, au-delà de la fierté de voir aligner un petit peu de Bordeaux dans les rangs des Bleus? Oui, c'est le jeu. On sait que à partir du moment où on a beaucoup d'internationaux, c'est de la fierté. On est heureux pour les mecs. On se dit que ça prouve qu'on a un bon effectif. Mais en même temps, on sait que ça nous affaiblit. Bon. Alors surtout cette année, il y a une Coupe du Monde. Si, comme nous l'espérons tous, ils sont champions du monde, j'imagine le mois de novembre qu'ils vont passer. Donc vous les avez début décembre. Et puis fin janvier, ils repartent pour le tournoi. Donc c'est comme ça. Bon. Il faut faire avec. Et vous, personnellement, est-ce que vous serez en pause aussi, au même titre que vos joueurs qui ne disputent pas la Coupe du Monde? Est-ce que vous allez réussir à vous mettre en pause le temps de cette Coupe du Monde ou pas du tout? Non, j'ai eu les pauses nécessaires cet été. J'ai d'abord mon entreprise qui me demande quand même de l'énergie et du temps. Et puis surtout, ça va nous permettre, parce qu'il a fallu redémarrer très rapidement, et là, ça va nous permettre de retravailler un peu plus en profondeur sur le club, sur sa stratégie, sur sa mise en route pour cette saison. Les équipes seront disponibles, donc on va pouvoir bien travailler. On ne prépare pas déjà la saison prochaine? Normalement, c'est la période, c'est toujours... Et de bosser sur le recrutement aussi. Et bosser sur le recrutement, c'est déjà le observant en même temps les matchs de Coupe du Monde. Oui, ça fait beaucoup de travail, effectivement, pour un président. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous aussi, on le sait, voilà, il y a les doublons du tournoi, les doublons de la Coupe du Monde. Revient sur la table toujours ce projet de Coupe du Monde des clubs. Bon, bref, toujours plus de matchs. Et ces problèmes de calendrier. Donc c'est un sujet qui est épineux, qui revient chaque année. Où en êtes-vous de votre réflexion là-dessus? Est-ce qu'il faut moins de matchs? Est-ce qu'il faut passer un top 12? Comment vous positionnez? Est-ce qu'il faut revoir le format de la Coupe d'Europe pour trouver des dates? Parce que, Alors, le top 12, je n'y suis pas favorable parce que, vous savez, je suis un fervent défenseur d'une meilleure répartition géographique du rugby. Voilà. Mon rêve, moi, ce serait qu'on ait un grand club de rugby à Lille, à Strasbourg, à Nantes ou à Rennes, et un petit peu plus dans le sud-est. Vannes travaille très bien. J'espère qu'ils vont y arriver. Parce qu'on a un sport fabuleux et que plus il sera joué sur le territoire, mieux ce sera. Et ce sera bon aussi pour l'équipe de France. Voilà. Donc si on veut ça, et qu'on enlève en plus de clubs, on a moins de chances d'avoir une bonne répartition géographique. Donc je pense et moins de recettes aussi pour des clubs, voilà. Oui, moins mais de matchs. je raisonne... C'est pas le cas ici à Bordeaux, mais ouais, pour d'autres... Mais franchement, quand on raisonne calendrier, pour moi, il faut surtout raisonner sur le développement du rugby. Les finances, ça vient après. Donc pas de top 12 pour moi, mais le top 14. Après, la Coupe d'Europe, on change de formule chaque année. C'est vrai qu'on a du mal à trouver une formule qui capte. Puis alors, les dernières, je les trouve vraiment pas. Oui, est-ce que vous êtes combien de celles-ci avec des poules un peu difficiles à suivre? Non. Mais non, mais ni celle d'avant, ni celle qu'on fait maintenant. Mais je jette pas la pierre parce que, franchement, faut se rappeler que c'est l'après-Covid qui a provoqué aussi le changement de format.
Parce qu'il y avait débat, il fallait qualifier 8 clubs, 6 clubs, etc. Donc, bon, tout le monde a fait ce qu'il peut. Essayons de se poser, trouver une meilleure formule pour l'avenir. Elle n'est pas assez équitable sportivement, même si à l'arrivée, les meilleurs clubs ont gagné quand même. On s'est toujours retrouvé avec le Leinster, La Rochelle, Toulouse dans le dernier quart-final. C'était quand même les meilleures équipes. Mais si on ne change rien, on aura toujours ces équipes-là, parce qu'elles sont, je trouve, très privilégiées dans le parcours qui leur est proposé. Un peu moins cette année, peut-être. Et la Coupe du Monde des clubs, je pense que c'est une très bonne idée. Quand je participais encore aux discussions, il était question de la faire une fois tous les 4 ans, à la place de la Champions Cup. Donc ça ne mangeait pas de date, et je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, calendrier ou pas, les Bleus sont bel et bien en opération commando, J-4 de ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus qui ont dû encaisser le forfait de Romain Ntamak. Et c'est donc Mathieu Jalibert qui s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Mathieu Jalibert, sur lequel beaucoup de yeux sont rivés à quelques jours du top départ de ce mondial ? Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Je voudrais rappeler quand même que Mathieu a beaucoup joué en équipe de France pendant ces 4 saisons. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a souvent eu des débats entre Mathieu et Romain Ntamak, et pas entre Mathieu et les autres. Donc Romain est blessé, c'est malheureux pour lui, parce que c'est un très bon joueur, et puis c'est un garçon très sérieux. Mais Mathieu a un talent fou. Donc je dis à Mathieu, t'es tout à fait au niveau, t'as jamais été un numéro 2, mais plutôt un bis. Donc joue comme tu le sais faire, et ça va être très bon pour l'équipe de France. Laurent, vous allez regarder particulièrement aussi la prestation de Damien Penaud, futur joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, d'ailleurs recruté à l'international. Aujourd'hui, ça prouve que le club a grandi, parce que les internationaux français sur le marché, ils seront âprement convoités. Surtout celui-là, il y avait quand même bataille. Bon, Damien, on le connaît. Hein. Je pense qu'offensivement, il est certainement dans les 3 joueurs les plus dangereux au monde. Voilà. Donc, il fait souvent des exploits qui font gagner son équipe. C'est ce qu'on appelle les facteurs X. C'est un vrai facteur X. Si on se projette là dans quelques semaines, Laurent, Lucu, Jalibert, Bielbarré, international, Penaud, Moefana, Deporter et Romain Buros derrière, qui était quand même dans les 40 aussi, aux portes de l'équipe de France, on aligne une équipe internationale derrière. Oui, c'est de niveau international, c'est que des gifs. Et vous avez donc Mathieu Jalibert, Deporter, Moefana et Bielbarré qui sont passés par le centre de formation. Bielbarré, justement, un petit mot sur... c'est une surprise pour vous de le retrouver là ? Toujours pareil, aussi vite. Mais non, parce que quand il a fait les premiers entraînements, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai vu Baptiste Serin ou Mathieu Jalibert. C'est-à-dire qu'à 18 ans et demi, ils sont au milieu des pros et ils traversent le terrain 3 fois par entraînement. En général, ça ne trompe pas. En tout cas, si le top 14 est en pause, eh bien, pas le campus de l'UBB du côté du stade Moga, parce que eh bien, de grandes équipes vont fouler les terrains et vos infrastructures pour justement s'entraîner. On parle des All Blacks, des Néo-Zélandais du 18 au 22 octobre, mais cette semaine, ce sont aussi les Gallois qu'on attend. Est-ce que justement, vous allez activer votre radar recrutement sur vos infrastructures pendant ces semaines d'entraînement intensif chez vous ? Non, mais c'est vraiment dommage parce que ils sont venus obstruer toutes les fenêtres de nos bureaux qui donnent sur le terrain. Non, mais je promets que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est vrai. Tous nos salariés vont devoir être badgés pour pouvoir venir travailler. Donc tout va être cloisonné, fermé. Et on le regrette, parce qu'on aurait aimé pouvoir en profiter et en faire aussi profiter nos supporters. Je ne sais pas qui a négocié ça, comment ça s'est passé. On nous a juste demandé de mettre à disposition gratuitement nos installations, chose que nous avons faite, parce que c'est normal. Hein, là. On a été aidés par les collectivités pour construire le CEVA, on ne va pas le fermer. Mais bon, c'est dommage. Bon, on essaiera quand même de les saluer. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous appelez un joueur international à l'étranger, vous faites une visio, vous envoyez des vidéos pour lui vanter vos installations, ben là, ils les auront vues. Voilà. Justement, malgré ces regrets, c'est une fierté, on imagine, de voir vos infrastructures mises à l'honneur comme celle-ci. C'est la preuve de l'excellence de la méthode UBB, on peut dire ? Mais il y a un très joli centre de formation qui n'est pas dans le grand luxe, mais qui est moderne et qui a tout ce qu'il faut pour bien travailler, en effet. Il y aura peut-être des All Blacks sous la main qui vont apprécier la qualité de la ville, ça on en est sûr, la qualité du CEVA Campus aussi, donc peut-être des coups à faire. On vous laisse négocier. Laurent, la France, grande favorite pour vous pour cette Coupe du Monde ou il faut rester humble Non. comme on l'est à l'UBB ? Elle est pas grande favorite, elle travaille très bien depuis 4 ans maintenant, elle a une génération exceptionnelle. Mais c'est comme le top 14, il y a des équipes en face qui sont très fortes,
qui ont de grosses individualités, qui sont des grandes nations du rugby, et ça se joue sur un match. Donc voilà. Il faut avouer que ce qu'a fait l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match de préparation n'a rassuré personne. Tant mieux, peut-être. Alors, pas tant mieux parce que nous, on affronte les All Blacks qui sont forcément vexés, mais tant mieux parce que ça a mis un gros coup de projecteur sur ce que sont capables de faire ces Sud-Africains, et ça va encore plus motiver nos joueurs français. C'est les grands favoris pour vous, les Box, du coup, Il n'y a pas de grands favoris. L'Irlande aussi, on parle peu de l'Irlande. Mais il y a 4 qui jouera à Bordeaux, d'ailleurs. Il y a 4 favoris, on les connaît tous, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud. Dans ces 4-là, moi, je serais incapable de dire qui va gagner. J'espère que ce sera la France. On a une occasion quand même unique, il ne faut pas la laisser passer. Et puis, il peut y avoir une surprise, comme toujours. Justement, transition à toute trouvée, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez expliqué les 4 favoris, mais qui peut nous surprendre finalement sur ce mondial 2023 ? C'est difficile à dire parce que l'Angleterre semble mal, l'Australie semble mal, le Pays de Galles a été mal pendant le tournoi. Je pense que l'Écosse aurait pu surprendre, mais ils sont dans une poule excessivement compliquée. Et Fidji vont peut-être embêter du genre. J'allais vous poser la question justement sur on voit que la réorganisation un petit peu du rugby mondial, vous l'avez dit, l'Angleterre n'est pas en forme, les Gallois non plus, l'Australie non plus. Finalement, les équipes joueuses, comme l'Écosse, qui sont réputées, les Écossais quand même, pour envoyer du jeu, on les a vus sur les matchs de préparation de Tony Hirtat à l'équipe de France, avec un jeu très ouvert, qui a dû vous plaire, je pense. Les Fidji, voilà, est-ce que c'est un rééquilibrage peut-être des forces en présence sur la planète rugby ? Ah, mais je l'espère. Et la prime aux équipes joueuses ? Ouais, oui. Mais... Alors en plus, il y a un arbitrage qui veut aller vers ça. Tant mieux, franchement, parce que là, on arrivait à un rugby où le fameux kicking game... Vous n'êtes pas trop pro-irlandais, oui. Non, mais attendez, non, je ne veux pas dire ça, parce que un groupe pénétrant qui avance, c'est fabuleux. Une mêlée qui détruit son adversaire, c'est fabuleux. Un ballon volé en touche, c'est très beau. Et une chandelle bien montée avec un mec qui est dessous et qui la récupère, c'est très beau aussi, ça fait partie du rugby. C'est simplement qu'on est arrivé à un stade où il y a des équipes qui ne faisaient que ça. Et ça, c'est plus dérangeant. Et je ne sais plus ce qu'était la question. Ah oui, le rééquilibrage des forces, est-ce que justement, on va les Fidji qui montent en puissance, alors beaucoup de joueurs sont en top 14, les Écossais aussi, il y a un petit rééquilibrage des forces en présence pour mais il faut le souhaiter, parce que le rugby n'est pas assez joué dans le monde. Il n'est pas assez joué en France. On en parlait tout à l'heure, on a une répartition géographique qui n'est pas suffisante. Donc il faut souhaiter que ce qu'on souhaite pour la France arrive dans le monde aussi, que les nations fortes restent fortes et que ça fasse monter d'autres nations comme les Fidji, la Géorgie, l'Italie, qui a une génération qui semble intéressante. Voilà. J'espère. Je n'ai pas envie de voir le rugby australien s'écrouler, ni le rugby anglais s'écrouler. Ce serait grave pour le rugby mondial. Eh bien, ce sont les mots de la fin. Merci beaucoup, Laurent Marty, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de votre rendez-vous au 100% rugby du lundi sur TV7. On se retrouve dès demain, même heure, même endroit, à 19h sur TV7 pour une nouvelle émission 100% sport en Nouvelle-Aquitaine. Très bonne soirée sur TV7.